Comme vous le savez sûrement déjà, la 3e série de ce qui devient l'univers étendu de la saga Game of Thrones se prépare à sortir d'ici le début du mois de janvier. Donc vous pouvez voir, hein, le trailer passe juste derrière moi. Et cette série, donc The Edge Knight, le chevalier errant en français, c'est une série qui se base sur 7 nouvelles, je sais pas si elle rentrera à l'écran, du chevalier errant, qui a donc été écrit par George R.R. Martin comme un espèce de petit spin-off de la saga principale. Donc faut savoir qu'il y a 3 nouvelles et la première saison va se baser sur la première nouvelle. Et évidemment, parce que c'est George R.R. Martin, c'est une saga qui n'est pas encore terminée. Il y a 3 nouvelles qui sont sorties et censé en avoir 6. Donc s'ils continuent la série, ce sera sûrement quelque chose qu'ils continueront eux-mêmes, mais on en reparlera plus tard. Et si j'ai vu beaucoup de gens faire des vidéos et parler sur ce que est censé être cette série, et sur évidemment toutes les informations pratiques à savoir avant que celle-ci n'arrive, j'en ai pas vu beaucoup faire de vidéos sur ce qui, à mon avis, représente le plus grand intérêt de cette série, qui est le potentiel du chevalier errant et comment, en fait, cette série va tendre à changer complètement l'univers, au moins cinématographique, de la saga Game of Thrones. Donc le chevalier errant, c'est une petite saga qui suit les aventures justement d'un chevalier errant. J'expliquerai ce que c'est juste après, parce que c'est assez spécifique. Donc Sir Duncan le Grand, faut savoir que son nom est mentionné dans Game of Thrones, mais je ne vous conseille pas d'aller le chercher parce que ça constitue un spoiler, un peu comme ils l'ont fait avec House of the Dragon dans la saison 2 de Game of Thrones. Et donc ça suit les aventures de Sir Duncan le Grand et de son écuyer Luff, qui en fait s'appelle tout simplement Luff parce qu'il a le crâne chauve, c'est le petit gamin que vous voyez dans le trailer, et on comprend tout de suite le surnom. Et en fait déjà quelque chose qui est très très important à noter, c'est justement la condition de Duncan, Sir Duncan, qui est un chevalier errant. Et qu'est-ce qu'un chevalier errant? C'est quelque chose qui a été peu abordé dans, je crois d'ailleurs pas du tout, hein, dans les 2 premières séries Game of Thrones. Un chevalier errant, c'est un chevalier en fait qui ne fait pas partie de la noblesse, qui ne possède pas de terre, et c'est un chevalier qui a tout simplement été anobli par un autre chevalier, mais qui est voilà très mal vu dans l'échelle de la société ouestrienne, parce que en fait ce n'est pas un noble, ce n'est même pas un bourgeois en fait. C'est plus un mercenaire anobli, qui le sont souvent en fait à la suite soit d'un fait d'armes dans une bataille, et ils sont donc anoblis par un noble qui est déjà chevalier, ou n'importe qui en fait qui est déjà chevalier, parce qu'on rappelle que n'importe quel chevalier peut en anoblir un autre, ou dans le cas de Duncan, justement c'est quelqu'un qui s'est illustré avec un fait de bataille et qui a été fait chevalier, qui ensuite prend un écuyer qui est aussi en gros quelqu'un qui ne fait pas partie de la noblesse ou de la bourgeoisie, voilà, et que lui-même après décide de faire chevalier. Et c'est là où pour moi on touche à un des points les plus importants dans cette nouvelle série, c'est qu'en fait pour la première fois dans l'univers Game of Thrones, on ne va plus voir l'intrigue, déjà à travers le fait qu'il n'y a pas plusieurs personnages qui sont un peu partout disséminés dans le monde, parce que là on suit vraiment que Dunk et Luff à travers leurs aventures, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus proche, on va dire, d'une conception traditionnelle de storytelling comparé à ce qui est fait en ce moment en fait avec House of the Dragon et à l'époque Game of Thrones. Mais c'est aussi que pour la première fois, on va vraiment suivre l'histoire du point de vue de quelqu'un qui est à peu près au niveau du peuple. Parce que bon, il est quand même chevalier, mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un, Dunk, qui vogue sur l'or en fait. Et si justement c'est un chevalier errant, c'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de fief, et qui en général en fait crèchent basiquement chez les seigneurs pour lesquels ils sont employés, et c'est souvent que très temporairement en fait. Ils sont aussi très mal vus parce que c'est des hommes qui font partie justement d'une partie de leur garde, mais qui ne sont pas du tout près du pouvoir, donc souvent pour les seigneurs ce sont juste un homme parmi les milliers d'autres qu'ils possèdent en fait. Et on peut le voir déjà à travers le trailer que ne serait-ce que des événements qui sont extrêmement importants dans la vie de Westeros, comme les tournois. Là, pour la première fois, on a déjà vu des tournois dans Game of Thrones, mais c'est souvent plus dans l'optique où c'est voilà, c'est une scène ou quelques scènes, il se passe quelque chose, on a pu le voir au début de House of the Dragon. Mais on rentre pas vraiment dans le fait de qu'est-ce qui constitue un tournoi et pourquoi c'est aussi important pour les petites gens. Là, avec cette série, on va justement voir pour la première fois Game of Thrones à travers les yeux des petites gens, et c'est pour moi quelque chose qui n'est pas assez mis en avant dans le sens où que ce soit dans Game of Thrones ou dans House of the Dragon, on a toujours cette idée de parler du petit peuple, de qu'est-ce qui est mieux pour le petit peuple, parce que bon, dans le cadre de Game of Thrones, c'est les différentes guerres, et après, c'est la guerre contre les morts, donc c'est les vivants contre les morts, donc qu'importe les différences de classe. Mais dans House of the Dragon, c'est aussi, ils essayent de savoir, voilà, quelle optique sera la mieux, et quel candidat sera le meilleur pour la paix du royaume. Mais du coup, on ne voit jamais réellement
le point de vue de quelqu'un qui vient vraiment du petit peuple, et qui y est encore. C'est que par exemple on a des personnages comme Davos dans Game of Thrones, mais Davos quand on le voit, ça fait longtemps qu'il est au service de Stannis. Et même si on a quelques personnages qui dans House of the Dragon commencent un peu à sortir du lot, comme par exemple Hugh Marteau, faut quand même remettre en contexte que voilà, c'est le petit-fils d'un roi Targaryen, même bâtard, et il devient dragonnier, etc., etc. Tandis que cette histoire, déjà, elle a un côté qui est beaucoup plus bucolique, parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de grosses intrigues, il n'y a pas de grands châteaux, il n'y a pas de grands fastes. Si on a vraiment l'impression de voyager avec Dunk, surtout dans la première partie où il n'est même pas avec l'œuf, où c'est la première fois qu'il est tout seul dans sa vie en gros, et il essaye de voilà, se rendre compte des choses. Et il y a évidemment cet aspect que la plupart des lecteurs apprécient beaucoup, où c'est quelqu'un entre guillemets qui part de rien et qui arrive à construire une forme de statut dans une société qui en soi le rejette dès le début. Mais en dehors de tout ça, je pense que c'est aussi important à prendre en compte dans le contexte où malheureusement on remarque que beaucoup de fans, je dis pas tous, hein, mais beaucoup de fans de ces sagas qui relèvent quand même de la medieval fantasy, même s'il y a des éléments qui sont beaucoup plus réalistes que certaines autres séries, mais ce sont des gens qui ont tendance à être des fans d'histoire, mais pas dans le sens de l'humanité en fait. Et ça c'est quelque chose que je discute beaucoup avec des gens qui adorent l'histoire. D'ailleurs moi aussi, hein, j'ai rien contre l'histoire, et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important à connaître. Mais ce que les gens ne réalisent pas, surtout quand on parle d'histoire médiévale, c'est que l'histoire... avec un grand H, ce n'est pas l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'histoire qui est retransmise à travers les guerres, à travers les puissants et leurs machinations. Ce n'est pas l'histoire de 99% en fait de l'humanité qui ne recherchait qu'à vivre en fait paisiblement. Et pour leur défense, c'est quand même un point qui est mis en avant dans les dernières saisons de Game of Thrones. Je crois que c'est par l'archimestre qui est avec Sam à la citadelle, que en fait la plupart de la population Westerosi, en fait, elle s'en fout vraiment de savoir qui est au pouvoir. Elle veut juste vivre en paix, et elle veut juste choisir l'option qui en gros garantira le mieux la paix. Voire des fois carrément, ils en ont littéralement rien à faire de qui est au pouvoir. Ça veut pas dire qu'évidemment il n'y a pas une structure où ils respectent leur roi, machin et tout, hein, leur religion, etc. Mais forcément il y a quand même cette notion, surtout parce qu'on est à une époque médiévale, et surtout dans le cadre de Westeros où c'est un royaume à échelle continentale, où les paysans sont extrêmement éloignés du pouvoir, et du coup ils en ont une vision complètement hypothétique. Et donc pour la première fois dans le Chevalier Errant, on va vraiment avoir le point de vue concret et consistant en fait, non seulement pas d'un membre du petit peuple, mais aussi de l'interaction que les gens du petit peuple ont avec les grands au pouvoir, et aussi de l'interaction de plusieurs personnages qui sont à peu près à la même échelle en fait. On voit aussi une autre facette de la seigneurie à Westeros, parce que par exemple, je crois que c'est à partir de la deuxième nouvelle et après de la troisième, où on a des interactions avec des tout petits chevaliers fiefés, qui est un truc d'ailleurs qui n'existe pas hein, dans le canon de la série, et donc ce sont des gens qui ont des petits fiefs, des petites terres, mais leur terre elle est tellement minuscule que en gros ce sont à peine des bourgeois, ils sont à peine plus que les villageois qui sont sous leur commandement quoi. C'est pareil pour des petits seigneurs, on a des interactions très intéressantes avec des petits seigneurs, et je sais que quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui se disent ah oui mais c'est pas du Game of Thrones. Surtout que je rappelle que c'est un truc qui a été mis en avant, donc c'était pas un spoiler. À l'époque où se déroule cette série, Le Chevalier Errant, les dragons sont déjà morts, donc il n'y aura pas de dragons. C'est pas dit qu'il n'y ait pas des plots qui concernent des dragons, mais il n'y aura pas de dragons, ça c'est sûr. Mais cela dit, il y aura des personnages extrêmement importants, qu'ils essayaient d'ailleurs de mettre en avant dans la dernière saison de House of the Dragon, par exemple Freux Sanglant, Brynden Rivers, qui si vous avez suivi mes vidéos ou si vous avez déjà regardé des vidéos de lore en général, vous savez qui c'est. Et au cas où, parce que ça constitue pas vraiment un spoiler, Freux Sanglant, Brynden Rivers, c'est la corneille à trois yeux en fait que Bran rencontre dans Game of Thrones. C'est l'homme qui est accroché à l'arbre et qui à ce moment-là doit avoir dans les 125-130 ans. Et en fait, on pourra aussi voir ce personnage du coup dans son passé avant qu'il devienne la corneille à trois yeux et quand il était réellement humain. Je précise aussi pour ceux qui se posaient la question, Le Chevalier Errant n'est pas une suite directe de House of the Dragon. Il y a peut-être 90 ans, 80 ans peut-être entre les deux, peut-être moins, peut-être plus, mais c'est vraiment pas une suite directe, il faut pas s'attendre à ça du tout. Et moi je pense que c'est quelque chose qui nous fallait en fait dans la saga Game of Thrones, de pouvoir en fait explorer de nouveaux horizons, et c'est quelque chose qu'ils ont essayé de faire avec pas mal de projets de spin-off plus ou moins hasardeux qu'ils ont tenté, sauf qu'il y en a, enfin je suis désolé de le dire, même si ça peut paraître intéressant sur le papier, mais il y en a, ils étaient nuls, et ils auraient intéressé personne. Et le problème c'est que
Au niveau des producteurs, c'est quand même un choix assez important à faire, parce qu'en gros, si vous lancez une série Game of Thrones, que vous y mettiez beaucoup de budget et qu'au final ça flop, ça peut détruire toute la saga. Et on voit que ça fait déjà un moment qu'ils essayent de transformer Game of Thrones en espèce d'univers étendu, un peu à la Star Wars. Bon, par contre, j'espère que la communauté elle va pas se transformer comme celle de Star Wars, parce que sinon ça deviendrait un peu compliqué. Mais l'exemple particulier, c'était la série sur Arya. Ils voulaient faire une série sur Arya, où en gros elle part explorer ce qui est à l'ouest de Westeros. Sauf que, enfin je suis désolé de le dire, mais déjà la plupart des gens n'ont pas compris cette fin pour le personnage d'Arya dans la série Game of Thrones, mais en plus, vous voulez faire quelque chose qui est basiquement absolument pas relié au lore, parce qu'on ne sait même pas ce qui se trouve à l'ouest de Westeros. Donc non seulement vous voulez faire un truc qui a aucun rapport avec les livres, mais en plus quelque chose qui n'a aucun rapport avec le lore, et quelque chose qui devrait être complètement fabriqué par les screenwriters, dans une optique où le personnage de Arya, enfin je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'espèce de délire à la Christophe Colomb, rien à voir. Donc vous voyez, le fait d'explorer des nouveaux horizons, c'est pas forcément de prendre une série et de faire du lore sur un certain sujet, comme par exemple ils ont, je sais pas si c'est encore dans les tuyaux, de faire une série sur Corlys Velaryon, sur les voyages qu'il a fait quand il était jeune, ce qui serait très important pour les fans du lore comme moi, parce qu'on verrait beaucoup d'endroits qu'on n'a jamais vus, mais en même temps c'était une série animée, cela dit. Donc ce serait pas directement du visuel, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais pour le grand public, vous voyez, c'est pas aussi intéressant. Tandis que là, l'avantage, c'est que non seulement on explore de nouveaux horizons, parce que croyez-moi, vous allez vraiment redécouvrir l'univers Game of Thrones, et d'un point de vue presque plus paisible au final, hein. Presque plus chill, avec des meilleures vibes. Et attention, ça veut pas dire qu'on ne conserve pas l'aspect gore, violence, politique qui fait la base de Game of Thrones. Mais pour moi, je pense que le grand potentiel avec une série comme Le Chevalier Errant, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé les livres, c'est parce qu'en fait ça vous place vraiment dans l'univers en fait. Mais pas dans une mode fanfiction un peu égocentré, en mode ah si moi je serais dans l'univers Game of Thrones, je serais un sort de Tyrion ou je serais un sort de Littlefinger, etc. Non, là ça vous place vraiment dans la position où en fait seraient la plupart des gens à cette époque-là, c'est-à-dire une position très basse dans la société, mais où on apprend à découvrir une facette du monde qui échappe en fait aux nobles du monde de Game of Thrones, et il y a une meilleure simplicité en fait qui est avancée. Et aussi je pense que le deuxième point qui est central en fait à cette analyse, c'est le fait que justement ils vont essayer de faire quelque chose qui est beaucoup plus grand public, et on voit déjà à travers le trailer comment ça se traduit, c'est-à-dire que je pense que ça va être un avis qui va être plutôt controversé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ce qu'on retire clairement de ce trailer, c'est qu'ils essayent absolument de marveliser, on va dire, la saga Game of Thrones. Et qu'est-ce que j'entends par marveliser? C'est-à-dire que vous voyez que déjà le trailer, il est beaucoup plus bon enfant, il y a des blagues, c'est beaucoup plus joueur, on va dire. Mais c'est pas uniquement dans l'optique de dire « Ah, regardez, c'est marrant, putain, je vais regarder, ça a l'air cool cette série », et de ramener de nouveaux fans, non. C'est que c'est aussi comme ça, en fait, que moi, personnellement, j'ai interprété la vibe des nouvelles. Mais ce qui est aussi important de comprendre avec cette espèce de marvelisation, c'est que d'un côté, je pense qu'en fait, c'est la première voie vers le commencement de beaucoup plus de séries Game of Thrones. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils ont annoncé, hein. Ils ont annoncé que d'ici 2028, il devrait y avoir au moins une série Game of Thrones par an qui va sortir. Bon, entre parenthèses, hein, je parle pas de l'annonce qu'ils ont faite apparemment, que ils auraient confirmé qu'ils allaient faire une suite directe à la série Game of Thrones, parce que je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais pour moi c'est une idée de malade mental, pas dans le bon sens du terme. Et ce qui est intéressant avec cette optique de marvelisation, c'est que ça va autant apporter à la saga, mais ça va aussi lui en retirer. En fait, ça va avoir des avantages et des inconvénients assez binaires. Parce que d'un côté, il y a des gens, et déjà je comprends que quand vous entendez le terme marvelisation, il y en a beaucoup qui vont se dire « Oula, qu'est-ce que ça devient ?» Et en fait, le risque, voilà, c'est ça. Le risque, c'est un peu de perdre l'âme des séries Game of Thrones, même si là, encore une fois, c'est quelque chose qui se veut différent dans le même univers. Mais l'avantage à ça, c'est que déjà, de 1, on va obtenir du renouveau concret, pour éviter, en fait, que les différentes séries, elles tournent en rond, que ce soit pas, voilà, il y a telle famille noble, on fait situation initiale, voilà, où tout se passe bien, on montre un peu leur vie, puis d'un seul coup, il y a des événements qui mènent à une guerre civile, et après on reprend. En fait, bien que beaucoup ne veulent pas l'avouer, House of the Dragon c'est Game of Thrones, sauf qu'à la place des Stark c'est des Targaryens en fait. C'est que c'est tous des Targaryens, c'est ça le concept. C'est d'ailleurs ça le concept de la danse des dragons en général, hein, c'est de démontrer, bah voyez les événements qui se passent là dans les livres, bah quand c'était des Targaryens c'était encore pire parce qu'ils avaient tous des dragons et qu'ils se foutaient tous sur la gueule avec. Moi je trouve, cela dit, que l'avantage de ce concept de marvelisation, c'est que vous savez c'est un peu comme les séries Star Wars, qui encore une fois ont des avis mitigés selon à qui vous demandez, mais ce que ça cause c'est que justement, vu qu'il leur faut
faut plus de matériel en fait pour créer des séries, ils vont être amenés à aller chercher de plus en plus dans le lore en fait des événements intéressants qui jusque-là en fait n'avaient pas été adaptés. Et c'est pour moi quelque chose qui peut beaucoup apporter à l'univers. Parce que si vous avez un peu regardé tout ce qui concerne le monde de Glace et de Feu, vous savez que l'univers de Game of Thrones c'est pas uniquement Westeros, ou c'est pas uniquement l'époque à laquelle se déroulent les livres, qu'il y a énormément de trucs à rechercher. Et l'avantage c'est que plus justement on va vers quelque chose où ils essayent de faire des séries qui satisfait le plus le grand public, en fait, ça fait aussi que tous les projets qui peuvent être un peu foireux, pas comme Star Wars là justement, ou parce que c'est Disney qui a racheté la saga, ils essayent absolument de le rentabiliser, et je crois que c'est même pas rentabilisé d'ailleurs depuis qu'ils l'ont acheté, ça fait plus d'une décennie. Ou en fait, comme je disais, les projets qui sont un peu foireux se font auto-éliminer tout seuls. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler sur la chaîne de Mestre Thibaut du spin-off de Blood Moon, qui voulait faire en fait, qui était un spin-off qui se passait à l'époque de la première longue nuit. Sauf qu'à l'époque de la première longue nuit, c'est quoi, 12 000, 16 000, 18 000 ans, je sais plus, avant la saga principale. Et ça fait qu'en fait, il y a pas de Port-Réal, il n'y a pas de 7 couronnes, il n'y a pas de dragon, a priori, peut-être qu'il y en aurait. Il n'y a même pas Valyria, Valyria n'existe même pas encore. Il n'y a même pas de mur, il n'y a même pas de garde de nuit. Donc du coup, en fait, ça fait que, vous voyez, dans cet exemple, c'était trop dépaysant et c'était trop loin du Game of Thrones qu'on connaît pour que ça puisse intéresser le grand public. Et la vérité, c'est que même si ça aurait été intéressant de voir un truc comme ça pour le lore, sachant que, encore une fois, au niveau des livres, c'est basé sur quasiment que dalle, ça aurait sûrement été pourri. Donc moi, je pense que c'est ça le gros avantage de cette marvelisation, on va dire, des sagas Game of Thrones. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un plus grand standard de qualité, et je sais que certains vont me dire, comment ça, mais marvelisation, mais Marvel, c'est pas de la qualité, etc. Mais je pense que voilà, de ce que je vais vous expliquer, en fait, parce que c'est spécifique à la saga Game of Thrones, je pense qu'on va avoir un meilleur standard de qualité pour les séries, de 1, et de 2, même si le risque principal c'est qu'on perde un peu l'âme de Game of Thrones, j'ai envie de vous dire, y a quoi à rattraper après la fin de la série principale, quoi. Maintenant il y a House of the Dragon, ça divise tellement, c'est du 50-50, d'ailleurs, hein, vous regardez, hein, toutes les vidéos qui marchent sur YouTube, c'est celles qui cassent House of the Dragon, hein. Mais pourtant il y a quand même une majorité qui continue d'apprécier la série, parce qu'en fait, c'est tout simplement, c'est Game of Thrones, en plus moderne, avec plus d'effets spéciaux, et avec que des Targaryens, je veux dire, ça plaît, quoi, ça plaît. Mais là, voilà, je pense que c'est ça les grands avantages. Et quelque chose que je voulais absolument rajouter aussi, sur la conception, vous savez, un peu de Game of Thrones à travers la vision des personnages du petit peuple, en fait. Et même s'il y a beaucoup de hype sur, justement, les rois Targaryens, les grandes lignées Stark, Lannister, Baratheon, moi, je pense que ce qui intéresse vraiment la plupart des fans dans Game of Thrones, c'est justement cette vision du monde à travers le petit peuple. Et là vous allez me dire, ah oui, non mais non, parce que les gens justement ils sont construits autour des grandes maisons Stark et tout. Bah oui, mais ce qu'il faut comprendre c'est que déjà, dans l'œuvre, les grandes maisons, les grandes lignées de noblesse westérienne, elles sont pas vraiment constituées comme des vraies lignées de noblesse médiévale. Justement, il y a plus une vision moderniste, on va dire, de ces lignées familiales. Dans le sens où les grandes maisons, elles se marient très rarement entre elles. Et en fait, ça renvoie un peu à la vision de vous et moi, c'est-à-dire que la plupart de nos familles, elles ont vécu dans une région, des fois elles ont émigré d'une région à une autre, mais c'est toujours, on va dire, la même sous-région du monde. Par exemple, moi j'ai des origines siciliennes, mais aussi normandes, mais en termes de géographie, c'est pas si loin que ça. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve, je pense, avec les lignées principales, c'est-à-dire que les Stark ont toujours habité à Winterfell dans le nord, les Lannister ont toujours habité dans les terres de l'ouest à Castral Rock, et on parle de familles qui ont littéralement 16 000, 18 000 ans d'histoire. Et ils se sont tellement pas mélangés entre eux que, au bout de 18 000 ans, les Lannister, ils ont toujours été blonds. Les Stark, ils ont toujours été pareils, sauf dans les livres, parce que dans les livres, mariage avec les Tully qui sont roux, en fait. Certains enfants, dont Robb Stark, sont roux, ce qui n'a pas été fait dans la série, mais bon. Et pour terminer sur ça, je voulais juste préciser, quelle est vraiment la classe de personnage qui intéressait le plus de gens dans Game of Thrones, et qui d'ailleurs, par sa disparition, a causé une perte d'intérêt envers les enjeux de la série. Mais c'est la garde de nuit. C'est la garde de nuit. Mais la garde de nuit, elle est composée de quoi? Certes, il y a quelques nobles, il y a quelques fils d'aristocrates, de seigneurs, de chevaliers. La plupart, ils sont envoyés, hein, d'ailleurs. Ils vont pas volontairement. Moi, comme ça, je pourrais que vous citer Benjen Stark, qui est allé volontairement.
et Maestre Aemon, et encore c'était pour justement échapper à des manipulations politiques. Vu que si je me trompe pas, dans les livres, Benjen, la raison pour laquelle il part au mur, c'est parce qu'il veut pas devenir le seigneur Stark après la mort de son frère. Donc l'aîné de la famille Brandon. Et oui, moi je peux absolument dire que à partir du moment où la garde de nuit, elle a arrêté de faire partie de la série, le personnage à travers lequel les gens se voyaient le plus, c'était Jon Snow, qui est en fait la continuation de toute la storyline de la garde de nuit, et Daenerys, et c'était souvent au sexe en fait, vous savez, c'était souvent les hommes, ils étaient plus Jon Snow, et les femmes étaient plus Daenerys. Mais pourquoi? Parce que Jon Snow c'est un bâtard qui est envoyé à la garde de nuit, et je vais revenir pourquoi la garde de nuit est importante après, et Daenerys parce que certes, c'est une reine, c'est une princesse, c'est une héritière d'un trône, mais depuis qu'elle vit en exil, et elle vit dans une forme de bourgeoisie mais assez précaire, et des fois elle vit en fait dans une précarité qui justement amène plus cette idée de voilà, c'est quelqu'un qui a construit son mérite et qui a monté les échelles de la société. Et c'est quelque chose que la plupart des gens adorent, parce que c'est quelque chose qu'on veut voir, c'est quelque chose que nous-mêmes on veut faire, qu'on veut réaliser à tout prix dans notre propre société. Et justement, qu'est-ce qu'incarne la garde de nuit là-dedans? La garde de nuit, c'était l'élément scénaristique parfait pour que la plupart des gens se voient dans l'œuvre. Parce que voilà, il y avait vraiment cette idée avec la garde de nuit que quand ils combattaient les sauvageons, quand ils combattaient les marcheurs blancs, c'était un travail où en fait la société n'était absolument pas reconnaissante et des fois carrément ignorait tout ce qu'ils devaient faire pour protéger le royaume des humains. Mais en plus voilà, c'était des gens qui la plupart du temps ce sont des paysans sans nom, sans gloire, sans prestige, et qui, comme on le voit dans la scène où, vous savez, il y a le géant qui rentre dans le tunnel qui passe sous le mur, et que en fait après qu'ils aient réussi à le tuer, on a Jon Snow qui parle avec Mance Rayder, et en gros il explique que voilà, la personne qui a, son ami qui a tué le géant, alors que le géant il faisait partie d'une lignée, qu'il était considéré comme leur roi et tout, que lui il venait d'une ferme. Et c'est quelque chose qui est, pour moi c'est une valeur, ça fait partie des moments les plus forts de Game of Thrones, parce qu'on s'est dit, on pouvait se mettre dans les chaussures de ces personnages, où on pouvait se dire, qu'est-ce qu'on ferait si nous on était à leur place, sous ou sur le mur, en train d'essayer de défendre le royaume des hommes, alors que l'on sait que personne va se souvenir de nous après ça. Et qu'on va recevoir aucune récompense, aucune terre, d'ailleurs ils ont même pas le droit d'avoir d'enfants. Bon après c'est si vous enlevez le fait que voilà, c'est que des hommes, donc les femmes elles doivent avoir du mal à plus se renvoyer à ça. Mais pour moi c'est pareil pour les sauvageons, parce que c'est ce qu'incarnaient aussi les sauvageons. Tout leur message c'est un message de liberté, c'est que eux, et que ce soit d'ailleurs hommes-femmes en plus, ils arrivaient à vivre un peu comme ils l'entendaient, bien que dans une certaine précarité aussi, mais je pense que beaucoup de gens aussi pouvaient se voir à travers les sauvageons. Donc tout ça pour dire que même si la plupart des gens ne vont peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, moi je pense que oui, absolument. Un des éléments qui fait de Game of Thrones en tant que saga quelque chose chez lesquels les gens peuvent actuellement se sentir intégrés comme part prenante dans l'histoire, c'est justement ces groupes de personnages qui fait que, parce qu'ils viennent de nulle part, en fait, on peut s'identifier à eux. Et le Chevalier Errant, c'est exactement ça. Et donc c'est en ça, je pense, que ça va changer complètement toute la saga Game of Thrones et la vision qu'on en a aujourd'hui. Bon, petite précision pour terminer, parce que j'ai beaucoup yappé. J'ai vu beaucoup de gens se demander, parce qu'à un moment, il y a un moment dans le trailer où il parle de Baelor Targaryen. Ce n'est pas le Baelor Targaryen que vous connaissez dans Game of Thrones. Ce n'est pas Baelor le bienheureux, le roi soit pieux, soit complètement aliéné, ça dépend à qui vous demandez. Donc voilà, c'est un Baelor complètement différent. De la même manière qu'il y a, je crois, en tout 15 personnages qui s'appellent Aegon dans tout le lore Game of Thrones. Tous ne sont pas rois, donc voilà, c'est un autre Baelor. Même si ça reste un Targaryen, bien sûr. Et aussi, pour ce qui est du dernier point, je pense, le plus important, c'est qu'en termes de lore, cette série va être une mine d'or complète en fait. Pourquoi? Eh bien parce que premièrement, comme je l'ai dit, les livres ne sont pas finis. Donc si la série marche, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir faire comme Game of Thrones, c'est-à-dire aller plus loin des livres, parce que la saga est censée se terminer à la tragédie de l'Estival. Et la tragédie de l'Estival, c'est un événement important, parce que beaucoup de choses, je vais pas tout vous raconter, mais pour vous donner une idée, c'est le moment où Rhaegar Targaryen naît en fait. Et c'est peut-être aussi, selon des théories que j'avais un peu formulées à l'époque, le moment qui a fait que le roi fou deviendra réellement fou en fait. Et donc vous voyez, c'est vraiment le moment où on a des connexions directes à la série principale. D'ailleurs, pour vous donner une idée, dans la série, du moins les 3 premières saisons, on devrait voir ou au moins entendre parler de Maestre Aemon, et on devrait voir une version de Walder Frey, qui est encore un bébé ou qui a 3-4 ans ou un truc comme ça. Donc déjà, il y a des connexions avec la série principale, mais c'est surtout parce qu'il y a des personnages extrêmement intéressants comme Brynden Rivers qui deviendra la corneille à 3 yeux, le roi Aerys Ier, à ne pas confondre avec le roi fou,
qui aurait redécouvert des prophéties, qui avec la prophétie d'Aegon le Conquérant qui a été mise en place dans House of the Dragon, pourrait aussi apporter des éléments extrêmement importants à ce sujet. Mais aussi parce que voilà, s'ils comptent faire une nouvelle par saison, à partir de la saison 3, ils vont devoir improviser. Et oui, je sais, il y a des gens qui vont se dire c'est une très mauvaise chose parce qu'on a vu ce que ça a donné avec les séries. Mais moi, je vais vous poser une question. La vraie fin de Game of Thrones, actuellement, on l'a pas. Qui vous dit que la fin de Martin, elle était meilleure que celle de la série? Alors vous allez me dire, bah oui, mais Martin, on sait de quoi il est capable, c'est lui qui a créé la série. Bah oui, mais actuellement, je suis désolé, mais la vérité, on en reparlera dans une prochaine vidéo encore une fois, mais la vérité, c'est qu'il n'est pas capable de terminer sa série. Ça fait 14, ça va faire bientôt 15 ans qu'il n'a pas sorti de livre. Et je rappelle qu'après les vents de l'hiver, il est censé en avoir au moins un dernier. Et en plus de ça, il faudrait donc qu'il écrive 3 nouvelles de plus sur le Chevalier Errant, mais rajouter à ça en plus qu'il doit faire justement une partie 2, voire même une partie 3 du livre Fire and Blood, qui est en fait le livre qui a mené à la création de House of the Dragon. Donc vous voyez, dans tous les cas, en fait, la fin on l'aura jamais, et c'est ça la vérité. Et au moins, à travers cette série, on aura des éléments de réponse extrêmement cruciaux sur le lore, tout le reste de la saga en fait. Et on pourra avoir des événements hyper importants comme la tragédie de l'Estival. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle était pas ni trop longue ni trop chiante, vu qu'elle est aussi pas forcément conçue uniquement pour ceux qui me connaissent déjà à travers ma chaîne. Si dans les commentaires ça vous intéresse de savoir pourquoi j'étais un peu absent pendant autant de temps, je mettrai peut-être un commentaire épinglé pour raconter un peu le délire, parce que sinon ce sera bien trop long. Mais sinon, ouais, je voulais absolument parler de ce sujet, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont un peu vos interprétations de cette analyse? Est-ce que vous êtes pour pas mal de trucs que j'ai dit? Est-ce que vous êtes contre? Que ce soit l'importance des personnages du petit peuple, la marvelisation un peu qui s'annonce des séries Game of Thrones, ou le fait que justement cette série va potentiellement terminer ce que les nouvelles ont commencé. Et voilà, moi je vous retrouve très rapidement, peut-être très rapidement, sur a priori une vidéo parlant apparemment de l'imminente suite de Game of Thrones qu'ils ont annoncé, et pourquoi c'est une très très mauvaise idée. Et d'ici là, voilà, je vous dis à la prochaine, et lisez bien.